Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite conférence. Je m'appelle Anne Blas, je suis journaliste pour Grand Mercredi et aujourd'hui, en collaboration avec Cocoon, courtier en assurance santé et prévoyance pour toute la famille, nous allons aborder avec mes invités le délicat sujet de la charge mentale au sein des familles et du rôle des grands-parents en tant que soutien dans cette organisation familiale. Alors rapidement, c'est quoi la charge mentale ? Elle désigne le poids psychologique lié à la gestion du quotidien, souvent assumé par les femmes et qui entraîne fatigue psychique et physique. Entre ménage, repas, enfants, organisation générale, les parents sont souvent débordés. Dans ce contexte, certains voient les grands-parents comme un soutien possible. En gardant les petits-enfants, ils pourraient soulager les parents. Reste toutefois la question centrale, est-ce réellement à eux de prendre ce rôle ? Alors à mes côtés, pour m'aider à décrypter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Florence Millot. Bonjour Florence. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, vous êtes psychologue spécialisée sur toutes les questions liées aux enfants. Vous êtes aussi auteur d'ouvrages liés à l'éducation. Merci en tout cas d'être ici aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Et nous avons également Madame Corinne Audinot. Bonjour Corinne. Bonjour Anne Blas. Vous êtes grand-mère de 6 petits-enfants. Absolument. Félicitations. Merci. Vous allez nous parler de votre rôle de grand-mère au quotidien. Et de ce que ça vous apporte aussi dans votre vie. Alors pour commencer, je l'ai défini un petit peu dans mon introduction, mais l'idée c'est de définir aussi le concept de charge mentale, un poids du quotidien. Alors Florence, comment définiriez-vous ce concept ? Alors la charge mentale, c'est pas tant le fait de faire les courses, de penser, d'aller chez le dentiste ou d'acheter un nouveau shampoing, comme on peut en avoir cette image. C'est vraiment un travail invisible, un travail, comme on a dit, psychique dans l'introduction. Concrètement, c'est le fait de penser à tout et pour tout le monde. Donc si on donne un exemple concret, par exemple, je suis avec vous en interview, donc j'ai envie d'être dans le moment présent, mais dans ma tête, je suis ailleurs. Je suis tout le temps en train de penser à ma liste de courses. Donc j'essaie de le noter, voilà, ce serait pas vraiment possible, mais je suis tout le temps dans cet ailleurs, tout le temps dans cette pensée qui fait que parfois, jour et nuit, on le sait, même la nuit, notre cerveau n'arrive pas à se reposer parce qu'on pense encore à quelque chose. Donc la charge mentale, c'est pas tant le travail qu'on a à faire, quand bien même il est fatigant, c'est vraiment cette idée d'être toujours dans ce flux de pensées qui fait que nos pensées étant invisibles, on a du mal parfois à comprendre l'autre en disant « mais si, moi je fais ma part, moi aussi je travaille ». Mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc la charge mentale, c'est plutôt anticiper, planifier, checker, vérifier, mais en permanence. Ce qui fait que, effectivement, c'est quand même très très lourd quand on a une famille à gérer. Et est-ce qu'on peut dire que cette charge est souvent incombée à la femme ? À la maman ? De manière générale, oui, mais aujourd'hui, ça tend quand même à s'équilibrer. Donc il apparaît donc que la répartition inégale des responsabilités au sein du foyer représente un véritable enjeu aujourd'hui. Comment, selon vous, cette répartition peut être repensée pour soulager les parents ? Alors c'est vrai qu'idéalement, quand on a une personne extérieure, par exemple les grands-parents, c'est-à-dire une personne de confiance qui a aussi envie de s'investir, il faut que ce soit vraiment volontaire, il faut que ce soit un partenariat. C'est vrai que quand cette charge mentale, on a vu que quand elle est divisée avec différents membres de la famille, effectivement c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger et peut-être même plus naturel, parce qu'on est un peu dans une société où tout est un peu centré sur soit le parent, monoparent ou le couple, mais on voit que dans plein d'autres cultures, quand c'est ouvert, tout devient plus facile, et pour l'éducation des enfants, et pour la gestion du quotidien de manière générale. Donc c'est aussi repenser la famille qu'on avait peut-être il y a 50 ans, où les grands-parents ont un vrai rôle à jouer quand ils en ont envie, mais un vrai rôle à jouer pour pouvoir soutenir la famille. Alors justement, Corinne, vous êtes grand-parent. Comment est-ce que vous vivez ce rôle au quotidien ? Alors moi, je le vis très très bien. Déjà, je l'ai choisi. Et ça, c'est important. Et alors, on a une spécificité dans notre famille, c'est que nous habitons toutes dans le même immeuble. Incroyable. Donc ça, ouais. Donc il me semble que vous avez 3 filles, c'est ça ? Et voilà, j'ai 3 filles qui ont tout un appartement dans l'immeuble, et mes 2 aînées ont chacune 3 enfants. Et c'est vrai que pour moi, c'est évidemment quelque chose de magnifique. C'est la configuration idéale, finalement. Voilà, absolument. Et puis à la fois pour mes enfants et pour mes petits-enfants, voilà, tout le monde a une proximité qui est importante. Et moi, ça me permet d'être là pour eux et de soulager mes filles quand elles en ont besoin. Donc ça vous permet d'avoir un lien régulier aussi avec vos petits-enfants, bien sûr, quasi quotidien. Oui. Et est-ce que vous ressentez que votre implication a un impact sur la gestion de la charge mentale de la famille de vos filles au quotidien ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc déjà, cette proximité, ça aide fatalement. Et puis, c'est vrai que j'ai une implication aussi qui fait que j'ai la chance d'être disponible. Ce qui est important pour mes enfants aussi, c'est de gérer les imprévus. Et elles ont des métiers qui sont prenants, les papas aussi d'ailleurs.
Et c'est vrai que d'être là dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un enfant qui est malade, l'école, le collège qui appelle, l'école qui appelle. Et ça, je pense que pour la charge mentale, c'est aussi important. Vous me disiez en off que votre fille aînée, à un moment de sa vie, travaillait de nuit et donc vous pouviez être présente pour les petits-enfants la nuit Oui, pour pendant pouvoir un les moment, garder. avec son mari, ils avaient des horaires décalés, puisqu'un travaillait la nuit et l'autre sortait tard. Et effectivement, il y avait une tranche horaire de 2-3 heures, vers 22 heures, qui était compliquée. Et c'est vrai que j'ai pu garder pendant un petit moment mes petits-enfants. Et là, par définition, c'est là où la charge mentale est allégée. Mais là encore, moi, c'est possible parce que Bien nous sûr. habitons tous dans le même immeuble et fatalement, ça aide, quoi. Et est-ce que vos filles ont conscience justement de votre implication et du fait que vous allégez leur charge mentale? Oui, oui, oui. Après, si je leur pose la question, il y en a une pour elle, oui, c'est une évidence. Et pour la deuxième aussi, mais c'est vrai que ça évolue. On parlait quand les carrières évoluent, les enfants grandissent, et c'est évident qu'aujourd'hui, la maman avec les ados a moins Oui, bien sûr. a moins de charge mentale par rapport à ses enfants que quand ils étaient petits. Donc la vie fait aussi que ça change, Aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, bien sûr, et elles sont très reconnaissantes. c'est important, hein. Ah, mais c'est très, très important. Passons maintenant à la question centrale. Quel rôle les grands-parents peuvent-ils jouer sans pour autant empiéter sur l'autonomie des parents? Florence, quelle est votre réponse à cette question? L'idée, c'est que les grands-parents, comme leur nom l'indique, c'est pas des parents. Donc l'idée, c'est pas d'être parfois un relais éducatif, mais c'est de jouer vraiment un autre rôle. Donc par exemple, comme disait Corinne, d'être un filet de sécurité dans la tête, de savoir que même si on va pas forcément demander à sa propre mère ou à son propre père d'aider, mais de savoir qu'ils sont là et que c'est possible, déjà ça diminue la charge Bien sûr. mentale de moitié, parce qu'on sent ce filet de sécurité dans la tête, et c'est aussi ça qui fait qu'on peut s'apaiser. Les grands-parents, ils sont là aussi pour ralentir le temps, quelque part, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas en train de courir partout. Donc la qualité aussi du temps passé avec l'enfant, c'est-à-dire raconter aussi l'histoire familiale, prendre le temps, écouter simplement comment se passe une journée, fait que l'enfant aussi est plus apaisé. Et que le parent, pendant ce temps-là aussi, peut lui aussi vaquer à d'autres choses, donc plus dans le faire, donc dans les fameux shampoings, rendez-vous chez le dentiste, etc. Il n'empêche que, comme c'est plus apaisé, lui aussi, le parent peut retrouver aussi son enfant et avoir envie de discuter avec lui et pas être toujours dans la course à toujours plus d'activités, Est-ce que ça vous parle, etc. Corinne? Ah, absolument, absolument. Moi, c'est vrai que, alors nous, on a mis au point, alors ça, c'est moi qui l'ai proposé tout de suite. Dès que j'étais à la retraite, le mercredi, je garde mes 6 petits-enfants. Alors, quand ils étaient petits, évidemment, c'était important parce que je courais un peu partout pour que tout le monde aille au sport et tout. Et aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous, mais mes grandes, mes petites Attendu. filles, voilà, elles viennent alors qu'elles ont 16 ans, 15 et 16 ans et 14 ans. Elles n'ont plus du tout l'âge de manger le mercredi avec mamie, mais c'est devenu un rendez-vous familial. J'ai une petite fille qui me disait chez toi, mamie, on se croirait chez Friends, c'est trop sympa. Et c'est vrai que ça crée des liens, mais C'est fabuleux. des bons Au début, ça allège la charge mentale des parents. Et aujourd'hui, un peu moins, puisque les enfants grandissent, c'est ce que je disais, ça reste une bulle familiale importante. C'est très touchant. Et peut-être, je dirais même encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a eu une époque, peut-être 15 ou 20 ans en arrière, où voilà, tout le monde avait envie de s'émanciper, de quitter le nid, de faire sa vie, de voyager. Mais aujourd'hui, comme le monde est un peu plus incertain, je trouve que le rôle des grands-parents, c'est aussi, comme vous disiez Corinne, c'est cette bulle, c'est ce moment qui est suspendu dans le temps. Et on voit de plus en plus de jeunes enfants vraiment avoir besoin et envie d'aller chez les grands-parents, alors qu'ils pourraient aller chez leurs copains, etc. Mais parce qu'il y a vraiment presque cette... Alors, c'est une figure très ancienne, mais à la fois presque nouvelle dans la société, où on n'est pas obligé de faire beaucoup d'activités. Encore une fois, on prend le temps, et ça devient de plus en plus précieux d'avoir une vraie écoute, au-delà du psychologue, au-delà d'un thérapeute, au-delà de toujours quelque chose de, entre guillemets, plus artificiel, même si c'est nécessaire. Mais ce temps où vraiment, surtout à l'école, j'avais un exemple où c'est un enfant qui avait beaucoup de difficultés à l'école, et sa maman avait choisi qu'il mange le midi chez une grand-mère, qui n'était pas sa grand-mère, parce qu'il n'avait plus de grand-mère. Et on a vu vraiment une différence, parce que c'était un temps que pour lui. Un temps, il
regardait pas la télé, c'était vraiment un temps avec cette grand-mère et on a vu à quel point ça apaisait et à quel point c'était important pour lui, même pour revenir à l'école, se ressourcer, quand parfois on est entouré de trop de monde, de trop de bruit, trop de Puis sollicitations. j'imagine aussi qu'il y a l'enjeu de la transmission aussi intergénérationnelle qui est importante dans ces moments de qualité passés avec les grands-parents. Et puis qui se perd de plus en plus. C'est-à-dire même un ancien meuble, un ancien bibelot, une histoire, aujourd'hui, en général, quand on est chez ses parents, tout est neuf. Et Corinne, j'ai une question. J'imagine que vous avez des activités, que vous aimez passer du temps aussi pour vous. Absolument. Est-ce que le fait de vous occuper de vos petits-enfants assez régulièrement, ça n'impacte pas aussi dans votre temps libre? Alors, ça impacte, non, pas franchement, parce que, alors, à part le mercredi, ce que je vous disais, où là, mes copines savent qu'on ne va pas déjeuner, on ne va pas avoir une expo le mercredi, c'est consacré à mes petits-enfants. Je garde aussi mes petits-enfants qui sont au collège le midi, je les fais manger à la maison, mais évidemment, moi, quand je sors, je trouve une solution. Non, ça n'empiète pas sur mon bien-être à moi, et au contraire. Vous arrivez à trouver un équilibre. Ah, mais absolument, absolument. C'est important. C'est très important. Oui, il ne faut pas s'oublier. Oui, c'est ça. Il faut pas que ça soit une corvée, il faut que ça soit plaisir, naturel et que ça reste un plaisir pour tout le monde. Et pour les petits-enfants, pour les parents et évidemment pour les grands-parents. Alors ce partage semble apporter des bénéfices multiples, une diminution du stress pour les parents et un renforcement du lien intergénérationnel, comme on le disait. Toutefois, il est primordial que cette aide reste volontaire et équilibrée, comme on vient juste de le dire. Alors Florence, est-ce si simple de trouver une organisation qui convienne à tous les membres de la famille? Et si oui, comment procéder? Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, parce que parfois on a un très bon lien avec ses parents, parfois ça a été plus compliqué pendant notre propre enfance, mais parfois on est très étonné de voir que le lien avec les petits-enfants peut aussi complètement changer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui disent « mais je la reconnais pas, elle était sévère, elle était rigide, elle n'avait pas de temps pour nous », et là, en tant que grand-mère ou grand-père, ils ont un lien exceptionnel. Corinne, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vient de dire complètement. Moi, Florence? j'ai eu une vie professionnelle très très prenante, où j'étais pas très présente pour mes enfants, enfin, je dois l'avouer. Et c'est vrai que j'essaie d'être pour mes petits-enfants et fatalement, la différence est... ça se ressent. Oui, ça se ressent. Mais c'est bien, c'est positif. C'est magnifique. C'est magnifique, ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose, Florence? Quand c'est pas forcément au plus simple, parce que là, le cas est idyllique, et c'est vrai que ça donne envie, on a envie de venir chez vous aussi, prendre le goûter. La maison du bonheur. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment alors c'est pas comme passer un contrat, parce que ce serait lourd, mais c'est vraiment discuter avec son parent, quel est son besoin, et écouter aussi le besoin du grand-parent. Parce que parfois, il y a des grands-parents pour qui c'est plus compliqué, donc c'est accepter aussi leurs limites, et de tricoter ensemble ce qui est possible dans les deux situations, mais peut-être de le voir vraiment avant. Donc la communication, très important. Et surtout de se dire, en tant enfant-parent, si je demande de l'aide aux grands-parents, d'accepter aussi que ce ne soit pas exactement comme j'ai prévu, parce que le grand-parent, il a le droit aussi de mettre sa touche. Donc faire des concessions. Faire des concessions, c'est important. Et si on n'est pas capable de le faire parce qu'on sait que la relation est tendue, tout simplement trouver aussi une autre solution, parce que parfois on se retrouve comme ça dans des conflits qui peuvent être évités. Mais s'il y a une discussion possible, parce que tout évolue, alors effectivement, demander clairement, c'est-à-dire concrètement le temps, le jour. Alors idéalement, comme disait Corinne, c'est quand le temps est fixe. Ce qui aide beaucoup, c'est de se dire, le mercredi, c'est mamie, le jeudi, c'est papy qui accompagne au sport ou qu'importe, mais que ce soit justement pour éviter la charge mentale, que ce ne soit pas au dernier moment. Déjà pour le grand-parent aussi qui a sa propre vie. Mais permettre d'anticiper aussi et de s'organiser. Voilà, sinon c'est encore finalement mettre l'enfant et le parent sous stress en disant vite, il faut qu'on trouve une solution. Donc quand c'est fixe, ça permet d'avoir des repères pour tout le monde et c'est ça aussi qui enlève un petit peu de la charge mentale parce qu'on n'a plus à y penser. Et c'est ça qu'on cherche. Et avoir des repères, c'est aussi très important pour les enfants aussi. Bien sûr. Corinne, est-ce que je peux vous demander ce que ça vous apporte de vous occuper de vos petits-enfants au quotidien? Beaucoup de bonheur, franchement, beaucoup de bonheur. C'est apaisant, c'est enrichissant, que du positif. C'est touchant. Mais oui, franchement, c'est que du positif. Pour moi, ça m'a beaucoup apporté. C'est exactement ce que je souhaitais en espérant être grand-mère. Donc vous vivez un rêve éveillé. Ah, mais vraiment, j'ai une relation avec mes petits-enfants, avec mes enfants, avec mes filles bien sûr, mais avec mes petits-enfants qui est exceptionnel, que ce soit avec les petits qui me parlent de foot alors que j'y connais rien, et mes filles, mes grandes qui, ça y est, sont ados et communiquent et ont beaucoup de sujets, on partage beaucoup et franchement, moi j'adore être grand-mère et je trouve que c'est merveilleux. En tout cas, ça se ressent. Ouais. Et nous passons déjà à la dernière partie de cette émission. Abordons maintenant les conseils pratiques pour que l'implication des grands-parents reste harmonieuse et bénéfique pour toute la famille.
Florence, quels conseils donneriez-vous aux familles souhaitant mettre en place ce type d'entraide? Alors déjà, être clair sur son propre choix. Comme je disais, c'est vraiment important de se dire, est-ce que j'ai assez confiance en mes grands-parents, enfin en mes parents en l'occurrence? Est-ce que j'ai vraiment envie? Et de l'autre côté, est-ce que c'est la même chose? Parce que souvent, des fois, on peut un peu forcer parce qu'on n'a pas d'autre choix, alors qu'en réalité, on a toujours beaucoup de choix qui s'offrent à nous. Donc la première chose, c'est d'être vraiment clair sur ses intentions. La deuxième chose, c'est aussi d'accepter que les grands-parents ne sont pas une continuité de nous-mêmes. Donc parfois dans l'éducation, si on prend l'exemple des bonbons pour faire simple, je ne veux pas que mon enfant mange des bonbons à la maison, mais peut-être que chez les grands-parents, ils en mangeront 3 ou 4. Et c'est pas grave. Et c'est pas très grave. Après, bien évidemment, on peut aussi mettre une limite si on était dans l'excès, mais c'est vraiment de se dire, chacun a sa place. On ne peut pas empiéter sur la place de l'autre. Parce que parfois, les conflits naissent de ça. C'est-à-dire que dirige un petit peu trop le grand-parent et le grand-parent n'aime pas. Ça vous parle, ce que dit Ça, Florence, oui, je confirme. Corinne? Je confirme. Vous C'est auriez vrai un que exemple ce qui est peut-être Alors un exemple comme ça me vient pas parce que justement chez Tout se moi passe bien. c'est très libre. Bah oui, alors je vais pas faire non plus la grand-mère idéale et la famille idyllique, mais ce qui est bien, c'est que moi je fais ce que je veux. Et à part les bonbons, ouais, je suis là, je reconnais que, mais bon, je suis respectueuse de leur mode de vie chez leurs parents, mais personne ne m'impose quoi que ce soit. Et voilà, ça me permet d'être totalement moi et de ne pas avoir d'obligations venant de mes filles ou des parents en général. Ce serait non, c'est pour ça que ça fonctionne bien, c'est parce que c'est fluide et voilà. Ok. Je voulais avoir votre avis sur une question. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Suède, depuis l'été dernier, les parents suédois peuvent désormais transférer un certain nombre de jours d'allocation parentale qui leur sont dus à leurs propres parents ou à des amis qui seront ainsi rémunérés. Donc cette réforme du congé parental permet donc aux grands-parents qui le souhaitent d'être payés pour s'occuper de leurs petits-enfants. Est-ce que ça pourrait se passer en France? Qu'est-ce que vous en pensez, Florence, de cette réforme en Suède? Je pense que nous n'avons pas le même pays Oui. et que donner de l'argent aux grands-parents, en tout cas aujourd'hui, en 2025, ce serait assez particulier. Et surtout, peut-être, ça leur mettrait encore plus de charge mentale à eux, parce qu'il y a une sorte d'obligation. Quand on est payé, il y a un côté un petit peu, bah, disons que faudrait que tu fasses ci, ça et ça. Parce que... Et peut-être ça casserait un petit peu la nature du lien. Alors qu'en Suède, faut voir aussi que le congé parental, il dure, je crois, 480 jours. Le papa peut prendre aussi plus de la moitié des jours, c'est-à-dire plus d'un Oui, an c'est finalement différent, pour être avec ses enfants. Donc on ne peut pas vraiment comparer avec aujourd'hui la France qui est avec Qui a un modèle différent. un autre modèle. Et puis notre rapport à l'argent aussi est quand même complètement différent. Donc en tout cas, à mon sens, ce serait un peu particulier de donner de l'argent aux grands-parents. Corinne, qu'en pensez-vous? Alors moi, je ne juge pas, pourquoi pas, mais alors moi, ça serait Noé. Franchement, je ne me vois pas du tout avoir un salaire de mes enfants. Et en même temps, enfin, moi, je suis grand-mère, je ne suis pas salariée, moi, franchement, ça me conviendrait pas du tout. J'ai une dernière question pour vous, Corinne. Oui. Auriez-vous des conseils à prodiguer aux grands-parents qui nous regardent? Alors, des conseils, franchement, d'être proche de leurs petits-enfants s'ils en ont envie, d'être vraiment dans la bienveillance et de profiter au maximum parce que c'est merveilleux. Il ne faut pas que ça soit une contrainte, il faut vraiment que ça soit choisi et que ça soit fait de bon cœur. Et il y a toujours des petites contraintes, mais c'est tellement rien par rapport au bonheur que ça apporte que je crois qu'il faut être soi. Et puis, ce qui est important, il faut bien rester dans son rôle de grand-parent et de pas... on n'est pas les parents de nos petits-enfants, on reste les grands-parents. Il y a des règles chez eux, ils les respectent, je les respecte aussi. Et puis, il y a des règles aussi chez mamie. Et je crois que tout ça, bien en place, ça fait des familles heureuses et des grands-parents très heureux. Ouais. Florence, un dernier mot? Oui, je rejoins Corinne dans la question du rôle, parce que parfois, même le grand-parent veut que l'enfant réussisse, donc fait très attention aux devoirs, peut mettre une certaine pression, un certain cadre. Mais l'idée d'être grand-parent, c'est d'être sorti de cet espace-temps et cet besoin que l'enfant réussisse sa vie, mais peut-être être à côté et d'offrir des moments justement d'accueil
plus que d'éducation. Et je crois qu'en tout cas, de ce que j'observe, c'est que souvent les conflits naissent de ça. J'avais un exemple où mon amie me disait, elle était institutrice étant plus jeune, donc cette grand-mère, et elle continue. En fait, elle continue à avoir ce côté. Et évidemment, ça ne matche pas du tout avec les petits-enfants qui ont l'impression de vivre une double journée. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un pas de côté. Et parfois, être grand-parent, c'est aussi faire le deuil d'être parent. Et parfois, on a envie de se rattraper. Mais au contraire, se dire là, c'est vraiment le moment où on peut rester sur le canapé, discuter, avoir des temps qui ne sont pas forcément possibles à la maison. Mais ça nécessite aussi parfois un travail, alors ça dépend pour qui, mais ça nécessite parfois un petit travail aussi intérieur pour lâcher cette posture de parent et devenir le grand-parent intérieur et que l'on est en train de... Enfin, que l'on est. Nous arrivons déjà au terme de cette petite conférence. Merci beaucoup Florence et Corinne pour votre intervention, c'était passionnant. Avec plaisir. Enfin, merci d'avoir mis les grands-parents en lumière. C'est pas si souvent en fait. Et c'est important, c'est vraiment important. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre participation. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette petite conférence, créée en collaboration avec Cocoon, courtier en assurance santé et prévoyance pour toute la famille, vous aura inspiré. Si vous cherchez en tout cas des solutions pour prendre soin de vous-même et de votre famille au quotidien, je vous invite à vous rendre sur le site cocoon.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite conférence.